Movies, l'instant cinéma. Movies, votre magazine de ceux et de celles qui aiment aller voir les films en salle. Émission préparée et présentée par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et Patrick Servel derrière le micro aussi. Et n'oublions pas à la technique également. Parce que moi, la technique... Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une reconstitution d'un procès ayant défrayé la chronique dans les années 70, c'est le procès Goldman. Puis un film fantastique et français, Le règne animal. Pierre Ninet, en alter ego du cinéaste Michel Gondry, c'est la comédie Le livre des solutions et on parlera également d'une classe prépa, une certaine vision des classes préparatoires, c'est La Voie royale. Annoncé la dernière fois et on n'avait pas eu le temps d'en parler, Patrick. Des films allemands actuellement sur les écrans et celui-ci c'est Le ciel rouge, un film d'été où la légèreté apparente fait place au tragique. Il n'y aurait pas de movies sans qu'il y ait une deuxième couche, les films que l'on a aimés et qui sont toujours à l'affiche et aussi, bien évidemment, on regarde vers le futur et c'est dans le viseur. Dans Movies, on aime bien parler des festivals et les prochains qui arrivent, il y aura celui de Auch dont on vous parlera. Et Saint-Sébastien. Et Saint-Sébastien, bien sûr. Voilà donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, eh bien un sommaire assez riche et on va peut-être commencer alors Hervé avec Pierre Ninet, c'est ça ? Ouais. Avec Michel Gondry, le livre des solutions qui est, je crois, sorti la semaine dernière. Alors, il y a un crédit de sympathie assez fort pour le travail de Michel Gondry. À ses débuts, il était réalisateur de clips originaux d'artistes comme Björk, Daft Punk, puis auteur de longs métrages inventifs, mettant à l'honneur la bricole, l'artisanat et la poésie loufoque aussi. Par exemple, au début des années 2000, La science des rêves, ou Patrick, je sais pas si t'as vu Soyez sympa, rembobiné, c'était très drôle. Et il a aussi fait des choses moins réussies, comme une adaptation qui restera pas dans les annales de L'écume des jours de Boris Vian. C'est avec Romain Duris et Audrey Tautou, je crois. Alors là, je trouve que son dernier film, Le livre des solutions, penche un peu du mauvais côté. C'est-à-dire l'aspect bricolage, justement, qui fonctionnait dans les films précédents, m'a paru un peu poussif et tombé à plat. Alors de quoi ça parle, Le livre des solutions ? Marc, jeune réalisateur plutôt speed, il s'enfuit avec ses rushs, du matériel et une partie de son équipe chez sa tante Denise, au fin fond des Cévennes, parce que les producteurs trouvent que ce qu'il fait, c'est pas bon et ils veulent tout arrêter, et lui, il veut absolument boucler son long métrage. Alors, un film de plus, vous me direz, où le cinéma se regarde le nombril, où est abordé le thème du créateur d'images aux prises avec son art. Alors, sans remonter jusqu'au 8,5 de Fellini ou à La nuit américaine de Truffaut, qui évoquait déjà ce sujet, c'est aussi le cas de films plus récents. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, de Compétition officielle. Ah oui, très bon souvenir. Oui. Avec Pénélope Cruz en réalisatrice torturée et tortionnaire. On a eu droit aussi au mauvais Coupé de Michel Avazanicus et aussi au passionnant The Fableman de Spielberg. Et puis le dernier Nanni Moretti aussi, Vers un avenir radieux, parlait de ça finalement. Moi, c'est pas très bon. Là, tu es en train de nous parler d'autres films. Donc celui-ci, on a l'impression que... moi, j'ai guère marché à la version abracadabrantesque présentée ici. Et puis peut-être ça va pas te faire plaisir, Patrick, parce que je sais que tu l'aimes bien. Ce qui me paraît plomber le film, qui se veut pourtant léger, donc un film léger plombant, c'est l'acteur du rôle principal, Pierre Ninet.
qu'on doit voir sans doute comme un alter ego du réalisateur bidouilleur Michel Gondry. Moi, je trouve souvent qu'il en fait trop dans ses rôles. Et là, en personnage sans cesse excité, genre bipolaire bloqué en phase up, artiste capricieux et tyrannique qui a 10 idées à la minute, il est pénible. Donc c'est un peu raté quand même quand on a envie de gifler en permanence le personnage principal d'un film. Alors vous allez me dire, je confonds personnage et interprète. Mais là, je trouve que les deux se superposent. Le personnage est pas très bien écrit et pénible, et l'acteur cabotin. Oui, mais souvent, moi, je pense que avec ces acteurs qui ont beaucoup de potentiel, il faut avoir derrière un réalisateur qui sache les Là, il me paraît enroulé. Bon, voilà. Ouais. Tu sais, ça me faisait penser quand il y avait des Delon peut être merveilleux, mais si on le laisse faire, ça devient assez catastrophique. Donc, j'ai pas l'impression que ce film-là, tu conseilles. Disons que je fais cette chronique à partir de notes que j'ai prises au mois de mai. Quand j'ai vu le film à chaud, je crois que c'était à la semaine de la critique. Peut-être que si je le revoyais maintenant, j'aurais un avis un peu plus mesuré. Et d'ailleurs, j'ai vu, les critiques sont d'ailleurs plutôt bonnes. Mais bon, j'ai pas eu envie de le revoir. Puis la vie est trop courte et le choix des nouveautés trop vaste pour l'exercice. Bon. Alors vous allez me dire pourquoi en parler alors, hein, puisqu'on est censé évoquer des films qui nous ont plu et éventuellement donner envie d'aller les voir plutôt que de dissuader. Ça fait du bien d'allumer de temps en temps. Hein. Puis d'ailleurs, loin de moi l'idée de dissuader quiconque d'aller le voir. Hein. Chacun se fera son opinion, comme on dit diplomatiquement. J'ai quand même un dièse au lieu d'un bémol pour terminer sur un peu de positif. Un personnage sauve un peu la mise. C'est la tante Denise, magnifique de tendresse et de patience, jouée par l'émouvante Jeanne Lebrun. Oui, la Véronica de la maman et la putain, 50 ans après, vue aussi récemment dans le Vortex de Gaspard Noé, en Dame qui perdait la boule, où elle était bouleversante aussi. Mais bon, ça suffit pas quand même. Hein. Et Blanche Gardin, elle a du talent, mais je trouve qu'elle devrait mieux choisir ses films. Moi, de Gondry, j'ai plutôt envie d'aller revoir Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'était de 2004 avec Jim Carrey. Scénario et traitement du sujet autrement plus passionnant que ce livre des solutions. Bon, donc on l'a compris, Hervé n'est pas forcément emballé par ce film. Par contre, si vous le voyez et que vous voulez apporter la contradiction, vous pouvez nous le dire. Hein, vous pouvez nous le dire sur notre boîte mail movies@orange.fr. Alors maintenant, un autre film français, d'ailleurs on a beaucoup de films français aujourd'hui, hein, c'est La Voix Royale. Oui. Donc, c'est pas sûr que je sois aussi... Ça peut on démonte aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une des grandes surprises de l'été, enfin, en tout cas au niveau fréquentation. Au moment où on vous parle, on est à peu près dans les 150 000 spectateurs qui ont été le voir. C'est pas Barbie non plus. Hein. Non, mais c'est pas le genre de... On pensait pas que ce film pouvait atteindre ce score. Je pense qu'il y a... Parce que c'est intéressant de regarder les courbes de fréquentation. Quand on regarde celle du film, donc La Voix Royale, on voit que c'est assez plat. C'est-à-dire que pour les 4 ou 5 premières semaines, il y a toujours le même nombre de spectateurs, ce qui signifie que c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Donc, moi, comme c'est arrivé à mon oreille, je me suis dit, tiens, je vais aller voir cette Voix Royale. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pas dû croire toutes ces critiques élogieuses. Alors, le pitch, très rapidement. Sophie est une lycéenne brillante. Et là, encouragée par son professeur de mathématiques, elle va quitter la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique et dans un grand lycée de Lyon. Alors, je m'y attendais peut-être un petit peu, c'est que c'est un film où l'histoire est attendue. Je vais surtout pas divulgacher, mais dès le début, dans ce genre de film, on sait à peu près comment ça va se terminer. Il y a des films, Titanic, ça c'est sûr, on sait comment ça va se terminer. Celui-ci,
Oui, on est un petit peu, on est un petit peu dans ce qu'on appelle le feel good movie, quoi. C'est un film qui doit donner cette impression que si on a de la volonté, patin coup fin, etc., on y arrive. Alors, on a le droit à des scènes qui frisent la caricature. On a les autres élèves qui sont de classe supérieure, classe au sens niveau de revenu, qui disent grosso modo, ben maintenant les boursiers ont le droit de venir, c'est bien pour la mixité sociale, tout ça. On a les profs méchants, mais tellement justes. J'en passe et des meilleurs, parce que ils sont capables d'avoir un gros chignon, là, et puis cet air qu'on pourrait peut-être voir dans les films d'Harry Potter, mais à la fin, on est capable de boire un pot avec les élèves, parce que là, il faut se décontracter, quoi. Voilà. Alors, on en a profité, on a tout mis. On a le couplet gilet jaune, parce que le frère, lui, se bat. Pendant qu'elle va faire les études, lui, il faut bien qu'il y en ait un qui reste. Il se bat pour que sa ferme, la ferme de ses parents, puisse continuer à vivre. Et en plus, l'administration tatillonne, refuse la subvention qu'elle donne tous les ans, ce qui leur permettrait péniblement d'équilibrer leurs comptes. Bon, le fils ira aussi se faire bastonner par les forces de sécurité. On en met beaucoup dans ce film. On a Diane, alors ça c'est l'amie de Sophie, elle... pas le moindre effort, j'arrive, jouer un exercice, oh putain c'est facile, ouais je vais peut-être trouver une nouvelle solution qui va révolutionner le truc, mais au final, devenir, avoir une voix royale comme ça, non, j'ai commencé à faire du théâtre, je pense tu racontes tout là. Ben oui, je raconte tout parce que le film, tout est on le comprend dès qu'on voit le début, donc je divulgage rien du tout. Et puis on a Madame Fresnel, glaçante prof de physique. Peut-être que derrière son chignon, elle nous cache quelque chose. Alors un chignon à la Hitchcock, elle a peut-être un lourd secret. On s'attend à ce qu'il y ait une certaine révélation. Non. Et la pauvre Maud Weiler, je pense que c'est un des plus mauvais rôles qu'elle ait pu tenir. Alors quant aux parents de Adrien, alors Adrien c'est avec un H, bien sûr, on va pas mettre qu'un seul A, on pense, oui, vous avez fait le rapprochement. Eux, alors là c'est la caricature de la haute société lyonnaise. Tout est cousu de fil blanc, ça frise la corde. Voilà, tout est outré, sans nuance. Et alors il y a un truc là que j'ai pas pu supporter, c'est au niveau de la distribution. Suzanne Joannet, qu'on avait déjà vu dans un film mauvais qui s'appelait Les choses humaines d'Yvan Attal, un film assez nauséeux, elle a 25 ans. Et là, pour le film, elle doit avoir, normalement, puisque ce sont quand même des tronches qui vont dans les classes prépa, ils ont souvent sauté une classe, donc ils ont 17, 18, et pour les plus âgés, ils ont 19 ans en maths sup, si je me souviens bien. Et ben là, ils ont tous au moins 25 ans, donc c'est pas du tout crédible, quoi. Non, c'est pas un détail. Quand un film tient sur si peu de choses, tu mets des acteurs non professionnels, et puis non, mais là ça va pas du tout. Donc ils sont bons les acteurs, on va pas leur reprocher. Non, on leur reproche rien, mais avec un tel scénario, c'est un peu peine perdue. Donc regardez la bande-annonce. C'est suffisant. Oh, t'exagères. Moi, un contrepoint quand même à ce que tu viens de dire sur ce film où apparemment j'ai plus marché que toi. En effet, il est depuis 5 ou 6 semaines à l'affiche, et sans doute plus pour très longtemps. Moi, je l'ai vu récemment, j'étais surpris. En effet, la salle était comble, donc c'est bien qu'un film comme ça, français, un peu discret, marche. D'accord pour le côté programmatique, avec la plupart des cases attendues cochées, quand on sait qu'on va voir un film sur le parcours d'une jeune fille d'un milieu modeste, en classe prépa conduisant aux grandes écoles prestigieuses. L'aspect engagé du réalisateur, il s'appelle Frédéric Mermoud, sur la paupérisation des petits paysans, sa défense des gilets jaunes au passage, sa charge appuyée contre le mépris de classe, la tirade finale politique de la jeune fille qu'on peut trouver un peu naïf, tout ça n'est pas le plus réussi, et je trouve qu'il a sans doute voulu en dire un peu trop dans son film. Voilà. Par contre, faut être cinéaste, quoi. Oui, mais moi j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse découvrir le vrai travail de ces jeunes à un public qui ne connaît pas forcément ce monde. Je parle du travail vraiment scolaire, les révisions, l'école, les oraux, avec des sujets qui pour moi étaient de l'hébreu, parce que c'est des maths appliquées à la physique, mais j'ai quand même trouvé ça passionnant. Et il y a tant de films français ou américains où on nous montre des étudiants qui font rien que glander et qui pensent qu'à draguer, ça fait du bien
bien d'en voir un peu en train de bosser. Hein. Autre chose, moi je l'ai pris un peu globalement comme une charge contre ce système de prépa élitiste, et je trouve qu'il réhabilite au passage la formation universitaire classique, redonnant un peu ses lettres de noblesse à l'université finalement. Et cet aspect m'a plu car trop de nos jeunes lycéens méprisent un peu les formations en fac, pourtant d'excellence et démocratiques, dont acte. Et puis quand même, moi j'ai découvert une troupe de jeunes acteurs très bons, en particulier celle qui interprète notre héroïne, je la connaissais pas, Suzanne Joannet, qui a beaucoup de grâce, voilà pour la défense. Et moi j'aime beaucoup Marilyn Canto. Marilyn Canto, c'est l'actrice qui joue la maman paysanne. J'aime beaucoup celle-là. On n'y croit pas. Ah bon, bon, allez, on passe à autre chose alors. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. 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 Alors Hervé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fièvre ? Oui, alors le choix de la bande son de movies, des titres qu'on aime bien et qui ont un lien plus ou moins étroit avec le cinéma. Alors souvent c'est assez évident et connu, mais parfois il faut bien chercher. Alors on cherche et généralement on trouve parce que le cinéma pioche allègrement dans le registre de la chanson. On vient d'écouter en effet ce Fever, standard de Peggy Lee, chanteuse de jazz des années 50-60. Alors, titre repris par tout un tas de monde. Hein. J'ai entendu ça, Presley, Madonna, Beyoncé, James Bond, même Nougaro. Nougaro, ça donne docteur. J'ai écouté, c'est quand même assez curieux. Hein. Et même aussi Ariel Dombal. Hein. Mais là, j'ai pas eu le courage d'écouter. Ariel Dombal qui vient également de sortir un film, hein, Les secrets de la princesse Cadignan, dont on ne peut pas dire du mal parce qu'on l'a pas encore vu. Mais et pourtant on a envie déjà.
Nos ordinateurs quantiques très puissants ont trouvé que l'original qu'on vient d'entendre là a été utilisé dans plusieurs films, Spider-Man 3 par exemple, et aussi plusieurs séries dans les Simpsons et Star Trek. On part au bord de la mer Baltique, Patrick, ça te dit? Je suis jamais allé à Oui, la c'est toi Baltique. qui vas nous parler d'un ciel qui serait rouge. Oui. Un film allemand sur nos écrans depuis une quinzaine, Le ciel rouge. Traduction littérale du titre original, alors j'ai jamais fait allemand, Roter Himmel, je sais pas si on dit comme ça. Tout à fait, Roter Himmel. Ok. Choisi parce qu'il est discret, ce film, mais très intéressant, et que sinon, on n'aurait eu que des films français dans notre sélection, et ça aurait été dommage. Hein. Alors, on a assez peu l'occasion de voir des productions d'outre-Rhin, à part ceux du vétéran Wim Wenders, qui en a 2 sous le coude, d'ailleurs, qui vont bientôt sortir. Alors, Le ciel rouge... Je dirais hélas. Ah oui, t'en as vu un des deux. Alors, Le ciel rouge, il est signé Christian Petzold, à qui on doit par exemple un certain Barbara en 2012. Moi, j'avais vu ça, superbe portrait d'une femme médecin dans le collimateur de la Stasi dans les années 80. Le synopsis de Ciel rouge en quelques mots. 2 amis, Félix, photographe étudiant aux Beaux-Arts, et Léon, écrivain obsédé par son 2e roman, ils galèrent pour se rendre en été dans une maison de vacances familiale au bord de la mer Baltique. Alors 2 autres jeunes sont déjà là, ce qui n'était pas prévu. La belle Nadia et son boyfriend maître nageur, David, et un 5e personnage, éditeur de livres, va les rejoindre. Alors les sentiments des jeunes adultes vont s'échauffer, mais la température extérieure aussi augmente avec des feux de forêt proches qui menacent. Bref, ça débute léger comme du Pauline à la plage de Romer, et petit à petit la tension monte entre les protagonistes et autour d'eux avec ce ciel de plus en plus rouge jusqu'au tragique. Alors c'est quelques temps après avoir vu ce film vraiment low profile et lisse a priori que j'y ai réfléchi et je lui ai trouvé d'excellente qualité. Paracoleur, avec quelques scènes chocs mais emmenées discrètement, sans esbrouf, et abordant plusieurs thématiques, moi que j'ai vraiment trouvé passionnantes. Bon, d'abord la jalousie sentimentale et intellectuelle, la création littéraire contrariée, le mépris de classe aussi, et derrière tout ça, ou peut-être devant tout ça, la problématique environnementale avec les incendies de forêt destructeurs. Finalement, le réalisateur a peut-être voulu nous dire que les petites histoires des protagonistes paraissent bien vaines par rapport à des choses plus essentielles qui viendront frapper leur insouciance. Hein. Bon, heureusement, une note positive clôt l'histoire, qui serait sinon bien pessimiste et cruelle. Découverte d'une actrice solaire, elle s'appelle Paula Beer, assez réputée en Allemagne, il paraît, en Nadia, vraiment magnétique comme actrice, et un très bon Thomas Schubert, alors inconnu de ce côté-ci du Rhin, du moins pour moi, qui interprète à merveille le personnage central de Léon, alors assez ingrat, antipathique, imbu de lui-même, un ronchon qui passe à côté de tout par son incapacité à regarder les autres. C'est sans doute pas si facile de jouer un personnage que les spectateurs adoreront détester. Alors, à noter, ce ciel rouge a obtenu le grand prix du jury à la dernière Berlinale, ce qui correspond à un ours d'argent. Il y a 1 ours d'or et 7 ours d'argent à Berlin. Ça devrait normalement motiver pour aller y jeter un œil. Hein. Bon, moi, je suis pas sûr que ça fasse un carton parce que c'est un film qui fait pas de clin d'œil, on va dire. Hein. Un peu de science-fiction française maintenant, Patrick ? Je pense que tu veux que je vous parle du règne animal. Je veux bien, oui. Donc, qui a été présenté, c'était dans le cadre de la sélection Un certain regard à Cannes en mai dernier. Et donc, Hervé et moi-même, nous y étions lors de la première projection. Au début du film, on a François, interprété par Romain Duris. Il est dans un embouteillage avec son fils Émile, interprété lui par Paul Kircher. On voit une ambulance qui bouge dans tous les sens, avec des bruits, des sons très bizarres, et quelque chose en sort. Là, nous, spectateurs, on est scotchés, on est étonnés. On est étonnés par ce que l'on voit, et surtout, ce qui nous étonne peut-être le plus, c'est que Émile et son père, eux, ne sont pas surpris par ce qu'ils voient.
Lorsque nous vîmes, c'est joli, hein, lorsque Ouais, nous vîmes le film, nous ne savions pas exactement de quoi le film allait nous parler, puisque nous n'avions pas eu de film annonce. Et ben moi, je souhaiterais qu'il en soit de même pour vous, spectateurs. Essayez d'éviter le film annonce. Ne lisez pas trop le synopsis, qui, pour moi, en dit déjà un petit peu trop. Donc, vous verrez que dès la première scène, vous serez plongé dans ce qui va être cette histoire fantastique de 2 heures. Donc, sachez simplement qu'on est dans le monde d'aujourd'hui, hein, et que Thomas Caillet, le réalisateur, nous entraîne dans un côté fantastique de notre monde en mutation, et c'est tout ce que je dirais sur le contenu du film. Il s'agit bien d'un film fantastique, mais sans débauche d'effets spéciaux. En tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas visibles, et ça, c'est intéressant. Et donc, c'est un film qui est ancré dans notre quotidien. Alors, ce film, il a une portée écologique sur un monde en mutation. De plus, Cocorico, c'est un film français. Donc, je l'ai dit, pas de surenchère d'effets, mais une très belle photo. Un son multicanal qui est formidable, très sophistiqué. Une durée du film équilibrée, les 2 heures conviennent tout à fait pour raconter cette histoire. Alors, une grande partie du film est ce qu'on pourrait qualifier de film de traque, hein, dans lesquels on peut se souvenir de films comme La mort aux trousses, Bonnie and Clyde, M. le maudit, et même, il y a peu de temps, Les survivants. Certaines scènes aussi peuvent nous faire penser donc à ce monde naturel qui est autour de nous, mais avec un côté assez hostile, comme on pouvait le voir, vous vous souvenez, dans des films comme Délivrance. Sauf que là, on est vraiment en France, hein, puisque le réalisateur a tourné donc à côté de chez nous, hein, dans les Landes de Gascogne. C'est elles qui sont mises en avant, mais habituellement, on a l'habitude d'une succession de pinèdes. Là, le réalisateur, il a trouvé des sortes d'oasis, des espaces. On se croirait vraiment dans une forêt primaire qui n'a jamais évolué depuis des millénaires. Donc, c'est ça. Une des choses intéressantes du film, c'est que on peut passer, et la vision de la forêt nous le montre, c'est qu'on peut passer rapidement d'un monde, notre monde, hein, bien organisé, en faisant quelques centaines de mètres à ce monde un petit peu différent. On sent qu'il a été intéressé par cette vie végétale et animale qui vient en quelque sorte nous rappeler que bien qu'on souhaite parfois s'en écarter, on n'est pas très loin de cet ancien monde, et que nous faisions et nous faisons toujours bien partie de ce monde, de ce règne animal. Donc voilà, une grande partie dans ces forêts primaires, tournée aux alentours de Biscarrosse. Alors vous voyez, j'essaye de ne pas parler du film, simplement donner quelques petits indices. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'interprétation, Romain Duris joue le père, un père qui ne baisse jamais les bras, donc un rôle aussi très physique, hein, dans ce film. On a Paul Kircher, qu'on avait découvert, vous vous souvenez, dans le film Le Lycéen. Là, on a l'impression qu'il est comme un peu un surfeur qui se laisse un peu porter par ce qui arrive sans pouvoir arrêter le processus. Aussi, ce qui est intéressant, donc il est dans une sorte de mutation, mais il est lui-même, à son âge, il est dans un passage de l'enfance au mot adulte. Mais sauf que, voilà, les changements auxquels il va être confronté sont un peu... Tous les ados ne subissent pas ces changements. Non, heureusement. Le jeu est très intelligent de cet acteur. S'ajoute aussi Adèle Exarchopoulos, qui, dans le film, est gendarme et qui nous apporte vraiment une touche humoristique. Thomas Caillet dit d'elle... Elle aimerait se rendre utile, trouver sa place, mais sa brigade est mise à l'écart alors qu'il se passe enfin quelque chose dans la localité. Elle est tellement en décalage avec ses collègues que lorsqu'elle affirme « je vais demander ma mutation », on peut vraiment se poser la question de quelle mutation elle est en train de nous parler. Donc, pour moi, un film fantastique,
passionnant qui a un message à portée écologique et qui aussi en profite pour nous décrire des relations père-fils qui sont vraiment magnifiquement transcrites par Duris et Kircher. La mère dans tout cela, allez voir le film, vous comprendrez pourquoi j'en parle pas trop. Il y en a un que j'ai pas mentionné, c'est Tom Mercier dans le rôle de Fix. Pourtant, il vole par moments la vedette. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Plutôt original hein, pour un film français. Bon, quoique le thème central, c'est quand même la famille, hein, et c'est un classique de la filmographie hexagonale. Là, les relations père-fils sont surtout explorées. Presque un film de genre, hein, avec une dose de science-fiction, une touche d'horreur light, on va dire, un côté film de super-héros aussi. Moi, j'ai pensé à la franchise X-Men, où les mutants sont mal aimés aussi. Et puis également au Birdman d'Inaritu pour le personnage de l'homme-oiseau. Des trucages bien faits, pas envahissants, par touches discrètes, presque poétiques parfois. Hein. Film aussi qui est dans la sensibilité actuelle. Hein. On peut pas s'empêcher de penser, comme je disais, à des problématiques écologiques, environnementales. Et aussi, moi j'ai pensé aussi à la thématique du racisme, hein, ou la menace de l'altérité avec ces camps où sont parqués les indésirables. Alors, oui, mais une population qui à intégrer ça. Il y a quand même des choses à... Il y a les deux, hein. Il y a ceux qui intègrent et ceux qui intègrent pas trop. Alors si on ajoute le toujours très bon Romain Duris et son crédit de sympathie auprès du public, moi je crois qu'on peut prédire un grand succès populaire et même au-delà de nos frontières, et ce serait tant mieux. Hein. Il y a déjà un très bon bouche à oreille avec les avant-premières et auquel je sais que j'ai participé en le vendant pas mal à mes proches avant sa sortie, qui est programmée je crois dans une dizaine de jours, le 4 octobre. Hein. J'ai un bémol, Patrick. Ah mince. Oui. La fraternisation romantique un peu artificielle avec la gendarmette, c'est pas l'aspect le plus réussi du film. Hein. Je dirais un mot sur le réalisateur, donc quarantenaire, Thomas Caillet. Il est passé par la Fémis et, à noter quand même, il est d'origine auvergnate et a été élevé entre Clermont et Bordeaux. C'est quand même à souligner. Hein. Il s'agit de son deuxième long métrage. Son premier en 2014 s'appelait Les Combattants et il a été très remarqué. Un prix Louis Deluc, prix Lumière et César, 3 Césars. Dans la catégorie meilleur premier film, meilleure actrice pour Adèle Haenel. Hein. Donc il a un crédit. Mais tu vois, c'est étonnant, 2004 et presque 8 ou 9 ans après pour faire un second film. Hein. Donc c'est peut-être pas si facile de faire du film, même quand le précédent a marché. Hein. Play the guitar, play it again, my Johnny. You can be warm inside. I was always a fool for my Johnny. For the one they call Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny.
reprise en 2023 par l'artiste multicarte Jeanne Balibar d'une chanson utilisée sur le générique de fin du western Johnny Guitar de Nicolas Ray en 1954. Avec qui Johnny Guitar, Patrick ? John Crawford. John Crawford, impressionnante. Et si l'acteur Alors, je sais Sterling Hayden. Sterling Hayden, ouais. C'est ça. L'original était interprété par Peggy Lee, figure-toi, celle dont on a entendu le Fever tout à l'heure. Mais vraiment, dans cette émission... Tout se rejoint. Non, mais parce que tout à l'heure, en début d'émission, donc Hervé nous a dit que, bon, côté réalisation, c'était moi, Patrick Servel, qui le faisait, mais côté programmation musicale, c'est bien notre Hervé qui s'en occupe. Bon, alors, pour ce morceau, à la réalisation à la guitare, on a le grand Rodolphe Burger, ou Burger, je sais pas comment dire, qui a fait 2 albums avec Jeanne Balibar. On parle du dernier film, encore un film français. Un procès, tiens. Ouais. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, il sort la semaine prochaine. Hein. Le procès Goldman. De nouveau un film de prétoire, comme Anatomie d'une chute, hein, mais dans un tout autre registre, enfin dans un autre registre, parce qu'il y a quand même des points communs. Dans les deux, on cherche à travers un jugement à cerner la personnalité complexe d'un individu. Dans l'un comme dans l'autre, on questionne aussi la fragilité, la subjectivité des témoignages entendus et on nous place aussi en position de juré. Et il y a aussi un pont entre les deux films par le biais de Arthur Harari, co-scénariste avec Justine Tiré du premier et acteur dans le second. Le réalisateur qui s'appelle Cédric Kahn, il a reconstitué à partir des comptes rendus judiciaires de l'époque le célèbre procès en 75 ou 73, je sais plus, d'un braqueur et engagé politique très médiatique, Pierre Goldman, par ailleurs demi-frère de Jean-Jacques. C'était il y a presque 50 ans, moi. Donc j'avais oublié cette histoire qui avait défrayé la chronique judiciaire. Est-ce que j'étais né d'ailleurs ? Oui, je crois bien. Hein. C'était déjà assez vieux déjà. Alors Goldman était accusé d'être impliqué dans un casse où 2 pharmaciennes ont été tuées. Un premier procès l'a condamné à perpétuité, puis le jugement a été cassé pour vice de forme et on assiste ici au deuxième où il reconnaît les braquages à main armée. Mais ni celui-là, et donc les 2 meurtres. Hein. On le voit se défendre bec et ongle, jouer la provocation avec juge et avocat, dont George Kiechman, qui s'arrache les cheveux face à son client qui fait son show. Alors, il était devenu une sorte d'égérie, de porte-drapeau de l'extrême gauche de l'époque, mêlant allègrement banditisme et combat politique. Hein. Il avait eu aussi beaucoup de soutien médiatique de la part d'intellectuels de gauche, par exemple Régis Debray et Simone Signoret, qui sont brièvement figurés dans le film. Hein. C'est assez oppressant, ce huis clos en cour d'assises, parce que, contrairement à Anatomie d'une chute, on ne sort pas ici du tribunal, sauf un peu entre les audiences, dans la cellule par exemple, où il est coaché par ses avocats. Donc il y a un côté forcément très théâtral, hein, unité de lieu, temps et action resserrés sur environ 2 heures, avec une mise en scène de la parole et des joutes oratoires cadrées de près qui est vraiment passionnante. Hein. La performance d'acteur dans le rôle principal, elle est vraiment remarquable. Hein. L'acteur incarne avec fougue et passion, avec morgue aussi, ce personnage haut en couleur, pas forcément sympathique d'ailleurs, hein, mais vraiment fascinant à observer et à entendre. Je ne connaissais pas, l'acteur s'appelle Harriet Worth-Alter, c'est un nom allemand, et je l'ai revu depuis au Festival d'Angoulême en frère un peu barré de Virginie Efira, dans un film social à venir qui s'appelle Rien à perdre. Alors, à noter destin tragique ensuite pour ce Pierre Goldman, pas du tout montré dans le film. Hein. Il a été tué quelques années plus tard par balle sur un trottoir et l'assassinat a été revendiqué par un groupe intitulé Honneur de la police. Le procès Goldman, il a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes à Cannes et il a récolté un prix du jury mérité aux vendanges du 7e art, le festival ciné estival de Pauillac, ouais. Il sort, oui, c'est ça, le 27. Et le réalisateur Cédric Kahn, il était présent au début de la semaine au cinéma Jean Eustache de Pessac pour présenter son film dans le cadre de l'Unipop.
université populaire du cinéma qui a commencé sa programmation 2023-2024. N'hésitez pas à aller sur le site du Jean Eustache pour avoir une idée. C'est webeustache.com. On fait une pub gratuite au Jean Eustache là, mais c'est normal, on y va souvent. Hein. Ouais, il faudrait pas que ça reste gratuit d'ailleurs. Alors maintenant, un mot sur des festivals où on va bientôt se rendre, Patrick. Oui, les festivals, vous savez que à Movies, nous aimons vous parler de tout ce qui peut se passer en France, aussi à l'étranger quand on peut, et quand c'est pas trop loin, bien que Hervé ait déjà été quand même du côté de Berlin, c'est quand même pas à côté. Moi, on va aller beaucoup plus près, hein, puisque c'est Auch qui va nous intéresser. Ça va être le 26e festival du nom, le festival d'Auch, qui va se tenir du 4 au 8 octobre donc de notre année 2023. Alors c'est un festival qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux cinéphiles, parce que vous savez, il y en a certains, ils sont plutôt axés pro, hein, et puis il y en a qui sont vraiment plus axés public. Celui-ci, c'est un peu entre les deux, le festival qui s'appelle Indépendance et Création. Alors Indépendance avec un S qui est entre parenthèses, donc voilà, ça veut dire que toutes les formes d'indépendance et de création sont retenues pour le choix des films de leur sélection. Hein. Donc on est tout à fait dans la ligne de Movies, hein, puisque pour le Festival d'Auch, pour eux, le plaisir irremplaçable est bien de découvrir les films en salle, et ça, on est complètement d'accord. Donc au Festival d'Auch, aussi quelque chose qui le différencie un petit peu des autres, c'est que pas de compétition, pas de prix, et tout dans la convivialité, c'est-à-dire qu'on voit les films sans... Bien sûr qu'on a un jugement personnel, mais on va pas derrière donner une petite médaille en chocolat. Donc c'est un... Ou en or. Oui, on a une palme d'or. Donc, ce festival œuvre à partager sur le foisonnement et la liberté de création cinématographique, hein, et de façon internationale. Parce que tout à l'heure, je vous parlerai rapidement des films qui vont être proposés. Ça couvre vraiment le monde entier. Alors cette année, il y aura 55 films d'auteurs qui vont être présentés, et pour la plupart, quand on dit qu'ils sont en avant-première, ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis en France. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis en France en salle. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que le film n'a pas déjà été diffusé dans d'autres festivals. Parce qu'on a des films qui font beaucoup de festivals et qui finalement, à la fin, arrivent pas forcément en salle. Donc là, ce sont 55 films qui sont en avant-première en France. Alors, il y a Blague à Toto 4, je crois, et Barbie 2, non ? Barbie... Non, c'est pas le genre, je crois. Parce que les films d'auteur. Qu'est-ce qu'on appelle un film d'auteur ? Un film chiant. T'exagères. Non. C'est le film. Les films qu'on appelle d'auteur, généralement, sont quand même des films qui sont assez ouverts et qui font souvent nous faire découvrir un certain nombre de choses. On sort un petit peu des standards dans le cinéma. Et avec des productions souvent indépendantes des grands studios. Voilà. Donc je le disais, beaucoup de films qui viennent d'un petit peu partout. Hein. Moi, si je regarde la liste et si je la retrouve, oui, je l'ai là. On a des films du Yémen. Hein. Il y a des films de France, d'Allemagne, des USA. Qu'est-ce que je vois ? Portugal, Brésil, Panama. Voyager à pas Chili. cher, parce que Auch, c'est pas loin. Voilà, vous allez au Chili, en Iran, enfin un petit peu partout. Aussi, ce qui est intéressant, donc il y en a 16 films qui sont des premiers films. Il y a d'autres, bien sûr, de cinéastes un peu plus chevronnés. On a 17 films de réalisatrices et il y a 3 films qui sont soutenus par la région Occitanie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des rencontres avec les équipes du film, et pour la moitié de ces films, les auteurs seront là pour des rencontres en salle à l'issue des projections. Alors, juste pour vous donner 2 films, les dates qui vont être là pour
l'ouverture. Alors pour l'ouverture, ce sera le mercredi 4 octobre, 19h30, et c'est un film de Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, il y a un bout de temps qu'on le voit. La vallée, des choses comme ça, c'est pas d'hier. Un vétéran. Oui, et il sera là, le Barbet Schroeder. Et pour clôturer ce festival, ce sera le 8 octobre, 19h30, Robert Guédiguian, toujours là, lui aussi. Certainement, il y aura Ascaride dans le film. Je sais pas. Oui. Je sais rien de son film. Et là, c'est « Et la fête continue ». J'en sais pas plus. Voilà ce que je pouvais dire sur ce festival. Donc, le Festival d'Auch, 4 au 8 octobre. Et c'est organisé par Ciné 32. Et le sous-titre, c'est Indépendance et création. 32 parce que c'est le département du Gers, j'imagine. Bravo. Et avant, on aurait peut-être dû en parler avant le Gers, 31e édition du Festival international du film de San Sebastian, plus grand rendez-vous cinématographique espagnol. Alors ça nous a bien plu l'an dernier. Ouais. Programmation, organisation, accueil. Alors on y retourne cette année et ça tombe bien, c'est pas trop loin. C'est à partir d'aujourd'hui en fait, vendredi 22 jusqu'au dimanche 1er octobre et on y sera dès lundi. Alors à côté de la compétition officielle où concourent une vingtaine de films internationaux, avec Claire Denis en présidente du jury, plusieurs sections qui font souvent la part belle au cinéma ibère ou latino. Alors, il y a la section nouveaux cinéastes, horizon latin, cinéma et cuisine, etc. La section la plus intéressante, à mon avis, s'appelle Perlac. Alors, Perlac, c'est sans doute du basque. En gros, les perles du cinéma mondial qui ne sont pas encore sorties en Espagne. Mais parfois, on les a déjà vus en France. Moi, je pense essayer de sélectionner pas mal de longs métrages français, en fait, et il y en a pas mal, parce que voir à la suite plusieurs films étrangers, chinois, iraniens, chilien, sous-titré en anglais et surtitré en basque, c'est épuisant au bout d'un moment. Alors, comme il y aura un hommage, entre autres, à Javier Bardem et qu'il viendra, peut-être que Pénélope ne sera pas très loin. Voilà, ça c'était pour le FIFSS, Festival de San Sébastien. Sur notre podcast, affiche avec le lien vers les 2 sites de ces festivals quand on clique dessus. Plus Patrick, je vois que tu allais mettre la musique, mais à signaler, commencer depuis plusieurs jours et jusqu'à début octobre, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Une programmation qui fait peur. Ah ouais, j'ai vu la bande-annonce, type Avoriaz d'autrefois ou Gérard Maire en janvier, spécialisé aussi dans ce genre cinématographique. Le grand Terry Gilliam, celui de Monty Python et de Brasil, il sera l'invité d'honneur. Alors un salut à nos auditeurs alsaciens. Ils sont nombreux, j'en dénombre au moins 3 qui s'y rendront peut-être. Et puis en même temps aussi, ça n'en finit pas, du 23, c'est-à-dire demain, jusqu'au 29, 32e festival Biarritz Amérique latine, spécialisé, comme son nom l'indique, cinéma latino, avec un abrazo d'honneur. Abrazo, ça veut dire accolade, à Gaël García Bernal. Alors on a dû choisir entre Alsace, Pays basque français et Pays basque espagnol, puisque les 3 rendez-vous sont concomitants, ce qui est con tout court, en fait. En plus, juste après, écoute-moi ça, pendant Auch, du 2 au 8 octobre, 10e rendez-vous de Saint-Jean-de-Luz. Petit, entre guillemets, festival plutôt spécialisé dans les premiers et deuxièmes longs métrages. Bon, alors, plus de 600 festivals de ciné se bousculent en Europe par an, donc forcément il y a des collisions et on n'a que l'embarras du choix. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Start walking. Ah, vous verriez Hervé dans le studio qui s'anime. Et ouais. Alors après Peggy Lee tout à l'heure, dans un registre finalement assez proche, hein, Nancy Sinatra, fille de, avec ce standard de 65, qui a connu de multiples reprises et a été entendu plusieurs fois au cinéma. Kubrick l'a utilisé dans Full Metal Jacket, Oliver Stone dans Natural Born Killers, il y a Juliette Lewis qui le chante là-dedans, et Emma Stone le chante aussi dans La Cruella de Disney. Dis-moi, il est temps de passer une deuxième couche. Ah oui, et puis là, il y a du beau monde pour la deuxième vas-y. couche. Forcément, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu. C'est à la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Le film, c'est Anatomie d'une chute. Et ensuite, ensuite forcément, il y a ce film très sensible sur l'histoire de cette petite fille dont la nounou repart sur ces îles du Cap-Vert et qu'elle va les rejoindre pour un dernier été. Et le film, c'est Ama Gloria, un film d'une si grande sensibilité. Vraiment, cette petite fille derrière ses grandes lunettes, c'est formidable. Ouais, elle est c'est craquante. Ouais. Vision, c'est un thriller français plutôt réussi qui louche ostensiblement sur Hitchcock par le réalisateur de Boîte Noire. L'expérience Almodovar, c'est deux courtes nouvelles du cinéaste espagnol qu'on aime beaucoup, mais en langue anglaise. Dans le viseur, Alors, oui, dans déjà le viseur. en salle, pas vu, parce qu'on ne fait pas qu'aller au cinéma. 3 films français. Un métier sérieux, Ouais, une avec année Lacoste, scolaire, Vincent avec Lacoste. tout un tas, un casting français assez riche, une année scolaire dans un lycée. Tu l'as vu, toi, non? Non, Non. justement, je te disais, on est en retard là. Hein. Acide, c'est un road movie post-apocalyptique avec Guillaume Canet. Là aussi, peut-être un film de genre, comme Le règne animal dont on vient de parler, ce qui est assez atypique dans le cinéma français. Toujours pas vu le film de Catherine Breillat l'été dernier. Avec un autre Kircher, Oui. c'est pas Paul, c'est son frère. C'est ça. Le Paul Kircher, c'est celui qui joue dans Le règne animal, et celui-là, c'est un autre. Donc, c'est Léa Drucker qui a l'air de draguer ce jeune homme. Donc, liaison sulfureuse. Les feuilles mortes du finnois. On dit finlandais ou finnois? Finnois, je crois. Finnois, c'est quand on parle de la langue. Bon, quand alors on du parle finlandais. du finlandais qui parle le finnois. Aki Kaurismäki, décalé, qui a l'air décalé et poétique. Et j'ai vu aussi, c'est 3 heures, hein, L'arbre aux papillons d'or, drame qui nous vient du Vietnam. Alors, on a forcément l'amateur d'Agatha Christie qui, après avoir été suivi l'enquête dans le crime de l'Orient Express, Et mort sur le Nil, même. est avant. mort sur le Nil, eh bien là, c'est Mystère à Venise. Kenneth Branagh qui rend pile en poireau.
Hein, Oui. il va faire le poireau. Poireau. Alors, Et attention, le poireau n'est pas français, le poireau est belge. Hein. Alors, sorti la semaine prochaine, j'en ai repéré 2. Alors d'abord, Bernadette, c'est Catherine Deneuve qui s'y colle pour interpréter Madame Chirac à l'Élysée. Improbable, non? Et puis L'air de la mer rend libre, un film franco-algérien qui a l'air intéressant avec comme sujet un mariage arrangé, mais qui va en fait arranger les 2 jeunes protagonistes. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a dans le viseur. Là, on va vous faire écouter un morceau, et puis un morceau connu, et tu nous en dis un peu plus après. Ah bon? Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour 2. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Alors, dis-nous, Hervé, pourquoi on a choisi... Dommage de couper. Bah oui, mais voilà, c'est un problème ce de titre durée. intemporel de William Scheller. Parce qu'il fait l'acteur maintenant, William Scheller. On va le voir dans 15 jours, je crois, dans La fiancée du poète de Yolande Moreau. Il apparaît, je crois, 3 fois dans le film, en curé, figure-toi. Plutôt original, et il vole la scène à chaque fois, le William Scheller. Eh ben, faut qu'on dise au revoir maintenant. Ben oui, il va falloir dire au revoir, c'est ce qu'on se fait normalement en fin d'émission. Alors, bien évidemment, on vous rappelle que Movies, vous le retrouvez sur le site l'instantciné en un seul mot.fr. Vous pouvez tout retrouver en podcast, et puis je vous le rappelle, quand vous êtes sur l'instantciné.fr, soit vous écoutez l'émission en entier, soit vous choisissez le film pour lequel vous souhaitez écouter nos élucubrations. Et on peut aussi s'abonner, je crois. Oui, il faut cliquer dessus, et puis là, vous serez averti à chaque fois que sortira un nouvel épisode. On vous dit au revoir. Rendez-vous non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, normalement le vendredi 13 octobre. Le 6 octobre sur RG33, session musique de film par notre camarade Christophe.